Je suis le docteur Albaret, je suis médecin gériatre à Bordeaux, au CHU de Bordeaux. J'ai travaillé pendant plusieurs mois avec nos collègues neurologues au sein du CHU et je travaille actuellement dans un service de rééducation de gériatrie, mais je participe également aux consultations mémoire du CM2R gériatrique de notre pôle. Alors, on va commencer du coup par rapport à cette première diapo. Donc, effectivement, je vais traiter des symptômes neurovégétatifs et dans une deuxième partie, on parlera des troubles de la déglutition un peu à part pour pouvoir faire un encart sur la fin de cette présentation. Je sais pas trop combien de temps je vais dérouler mes diapos. Je pense qu'on n'en aura pas pour 2 heures en tout cas, ce qui fait que ça nous laissera du temps à la fin pour pouvoir échanger. Alors, hop. Donc, j'ai pas de conflit d'intérêt. Vous allez voir, euh, c'est difficile de faire l'impasse sur parler des médicaments, mais j'ai aucun conflit d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Donc, si on commence par les symptômes neurovégétatifs, ça concerne ce qu'on appelle le système nerveux autonome. Quand on parle de problématiques au sein de ce système nerveux autonome, que l'on met en opposition au système nerveux volontaire, on parle de dysautonomie. C'est un sujet extrêmement important à adapter dans le cadre de la maladie à cœur de Lewy, parce qu'il va toucher 60 à 90% des personnes atteintes de cette maladie. On va le voir, cette dysautonomie peut précéder parfois de plusieurs années l'atteinte cognitive et parfois jusqu'à 50% des patients vont présenter des symptômes dysautonomiques avant même d'avoir une atteinte cognitive ou une plainte cognitive. Et comme je vous le disais en introduction, on a une hétérogénéité des symptômes parce qu'on a une hétérogénéité des atteintes d'organes. On en discutera aussi par la suite. Là, je vous montre une étude japonaise qui est parue en 2013 sur 90 sujets atteints de la maladie à corps de Lewy. Et l'idée était justement de pouvoir, en fonction du début, comme vous le voyez au niveau de la flèche bleue, du début de troubles cognitifs qui, dans ce panel-là, était d'environ 75 ans, quels étaient les symptômes qui étaient retrouvés au niveau de la phase prodromale. Et vous pouvez voir que dans 76% des cas, on avait des problématiques de constipation et donc potentiellement de dysautonomie digestive qui s'étaient installées jusqu'à 14 ans avant le début des symptômes cliniques de la mémoire et qu'on avait de l'hypotension orthostatique, on reviendra longuement dessus, qui atteignait 33% des patients et des patientes dans l'entourage de ce diagnostic cognitif, de cette plainte cognitive. Bien entendu, la constipation, là, on est ce soir dans une conférence de personnes qui sont atteintes de la maladie à corps de Lewy. Bien entendu que la constipation n'est pas du tout un signe spécifique de la maladie à corps de Lewy. Même dans des vieillissements, nous qui travaillons en gériatrie, dans un vieillissement non pathologique, on a déjà la constipation qui se met en place. C'est plutôt a posteriori qu'on arrive à se dire qu'elle fait partie du stade prodromal de la maladie, une fois qu'on a d'autres signes. Donc, si vous avez dans votre entourage des personnes qui se disent de plus en plus constipées, ce n'est pas forcément une maladie de Accord-Lewy, bien entendu. Quand on regarde après les signes un peu cardinaux de cette maladie, après l'atteinte cognitive, on a les hallucinations visuelles et le syndrome parkinsonien. Vous voyez que dans ce panel, il touchait 86 et 88% des sujets inclus dans cette étude et qui survenaient plutôt après l'arrivée des difficultés cognitives. Pour parler de la physiologie du système nerveux autonome, c'est important de savoir que dans ce système nerveux autonome, encore une fois, un système nerveux qui va fonctionner de façon involontaire, contrairement par exemple à la contraction musculaire, en fait, on a deux systèmes, deux parties de ce système qui vont être complémentaires et qui vont s'activer dans des situations différentes. On a un système qu'on appelle le système sympathique, qui va plutôt être celui des réflexes de fuite d'activité. Si on revient
très longtemps aux hommes préhistoriques, c'était effectivement un ours m'attaque. De façon réflexe, il faut que pour ma survie, je sois capable de mettre toutes mes autres activités de côté pour mettre mon corps en activité et fuir, et le système parasympathique, qui lui va plutôt être un système qui va s'activer pour des phases de repos, pour nous permettre d'obtenir de la réserve, que ce soit de la réserve nutritionnelle par la digestion, que ce soit de la réserve attentionnelle par des temps de repos et le sommeil. Donc ça, c'est plutôt le parasympathique. Donc, comme je vous l'expliquais, le sympathique, c'est plutôt pour de l'activité, pour de la fuite. On va augmenter le rythme cardiaque, augmenter le rythme respiratoire, augmenter la tension artérielle. La peau va plutôt être froide parce qu'on va concentrer justement le sang au niveau de notre cœur, au niveau de nos muscles, et ça va déclencher la sueur. Tout ça étant bien sûr des mécanismes réflexes. Pour ce qui est du système parasympathique, qui est plutôt un système de repos, le rythme cardiaque va, à contrario, diminuer. On va avoir une diminution du rythme respiratoire, une diminution de la tension artérielle, et ça va, comme je vous le disais, favoriser la digestion. Ces deux systèmes vont avoir une action par des fibres nerveuses complexes sur de très nombreux organes. Vous pouvez en voir ici les poumons, le cœur dont on a déjà parlé, l'estomac, le côlon, la vessie. Et ils vont fonctionner grâce à des neurotransmetteurs qui vont être plutôt l'acétylcholine pour le système parasympathique et l'adrénaline et la noradrénaline qui sont plutôt justement des hormones de stress et des hormones qui vont être sécrétées, des neurotransmetteurs qui vont être sécrétés dans des situations où on va avoir besoin que le corps se mette en mouvement. Bien entendu, c'est simpliste. C'est vraiment pour si des physiologistes m'entendaient parler, ils mettraient beaucoup de bémol à ce que je dis parce qu'il y a effectivement beaucoup de co-transmetteurs. On peut citer par exemple la sérotonine, qui est un autre neurotransmetteur, ou la dopamine, qui est bien sûr quelque chose, un neurotransmetteur pivot dans tout ce qui est syndrome parkinsonien, qui peut intervenir de façon directe ou indirecte sur ce système nerveux autonome. Qu'en est-il de ce système nerveux autonome dans la maladie à corps de Lewy? La maladie à corps de Lewy, si vous êtes déjà renseigné sur l'origine physiopathologique, sur la cause de cette maladie, c'est un dépôt pathologique de protéines qu'on appelle les alpha-synucléines. Et ce dépôt, comme vous pouvez le voir à gauche, ça c'est une photo d'anatomopathologie au niveau d'un cerveau, où l'on voit effectivement cette tache brune qui est un agrégat anormal d'alpha-synucléine. On parle aussi de synucléinopathie. Donc le dépôt pathologique s'appelle aussi le corps de Lewy. C'est pour ça qu'on parle de maladie à corps de Lewy. Ces dépôts, ils sont bien entendu présents au niveau de l'encéphale, au niveau de l'ensemble de l'encéphale. Et on s'est rendu compte avec le temps qu'il n'y avait pas que au niveau du cerveau, du système nerveux central, que l'on avait ce dépôt de protéines anormales, mais bien sur l'ensemble d'autres tissus, d'autres organes, qui entraînaient donc un impact sur leur fonctionnement par justement le biais du système nerveux autonome et de ces fibres nerveuses qui permettent la communication avec les organes cibles. Si on regarde, ça c'était un, un, une, un, un article de neuropathologie qui justement cherchait à étudier les différentes atteintes chez des patients porteurs de maladies à corps de Lewy. Et on se rend compte que la distribution pathologique d'alpha-synucléine in vivo se retrouvait bien sûr au niveau cérébral, également au niveau oculaire, au niveau de la peau, au niveau de l'estomac, de l'intestin, au niveau du rein, du cœur, mais aussi dans des liquides biologiques comme le sang, comme la salive ou le liquide au niveau du liquide spinal. Vous savez qu'on parle parfois de ponction lombaire. Si vous vous êtes renseigné aussi auprès du diagnostic de maladie d'Alzheimer, on peut faire des ponctions de liquide céphalorachidien pour rechercher les protéines amyloïdes, parce que dans la maladie d'Alzheimer, il s'agit de maladie, une amyloïdopathie et une taupathie. On n'a pas encore développé en activité clinique classique de ponction lombaire pour détecter, même si on sait que c'est présent, on n'a pas encore
la capacité de pouvoir les détecter de façon simple et standardisée. Et c'est pour ça, effectivement, que on ne propose pas encore des ponctions lombaires à visée diagnostique précisément à la recherche d'alpha-synucléine. Donc vous voyez effectivement par rapport à ça que là où on imaginait qu'il n'y avait que des protéines anormales au niveau cérébral, on a une distribution sur l'ensemble du corps qui peut expliquer cette atteinte du système nerveux autonome, de cette dysautonomie. Quand on parle maintenant de symptômes, quand on se décale du côté très neuropathologique de la protéinopathie pour arriver aux symptômes qui est pour vous en tant que patient ou patient, en tant que proche et dans la, la, la traduction clinique et symptomatique de cette maladie, bien entendu qu'on a les symptômes clés qui sont les troubles cognitifs essentiellement dys exécutifs, c'est-à-dire sur tout ce qui est attentionnel, flexibilité mentale. On peut aussi expérimenter des hallucinations, qu'elles soient visuelles, auditives, parfois somesthétiques, c'est-à-dire des hallucinations sensitives. Et bien sûr aussi tout ce qui est syndrome parkinsonien avec les troubles de la marche, de la posture et de l'équilibre, et cette fluctuation des symptômes assez caractéristique de la maladie à corps de Lewy. J'aurais tendance à dire que tous ces symptômes cardinaux sont la partie émergée de l'iceberg. C'est des choses qui sont très visibles, des choses qui seront souvent bruyantes, mais ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est toute la partie immergée de l'iceberg. Et dans cette partie immergée, dans ces symptômes qui ne sautent pas forcément aux yeux, qui sont des choses qui peuvent être, comme on le parlait pour la constipation, des choses pas du tout spécifiques, en se disant on met ça de côté, c'est autre chose, on a d'autres choses à prendre en compte avant d'aller voir cela. Et là, on se retrouve dans cet encadré rouge avec tous les symptômes que l'on peut avoir en termes de dysautonomie, c'est-à-dire l'hypotension orthostatique, on va y revenir, la constipation, les troubles vésico-sphinctériens, les troubles sexuels, les troubles des sécrétions, l'hyper ou l'hyposalivation, le larmoiement. Et c'est tout ce faisceau de symptômes qui impactent sur la qualité de vie et qui, nous, en tant que professionnels de santé et en tant que médecins, on doit pouvoir en discuter avec vous et pouvoir trouver des solutions adaptées à chacune des situations cliniques et chacune des problématiques. Dans cette partie immergée, on a bien sûr aussi des difficultés psychocomportementales qui peuvent être les troubles dépressifs, les troubles anxieux, les troubles du sommeil, qui, à proprement parler, ne font pas partie de la dysautonomie, mais qui sont ces autres symptômes que je qualifie comme la partie immergée de l'iceberg. Mais cette image est quand même, à mon sens, très caractéristique. Et c'est quelque chose que je véhicule très régulièrement dans des présentations, qu'elles soient pour le milieu scientifique ou non scientifique, et quelque chose à retenir. Après cette courte introduction sur la physiopathologie et la physiologie du système nerveux autonome, on va rentrer dans les symptômes en passant organe par organe et en essayant d'appuyer sur certains points qui, à mon sens de soignant, à mon sens de médecin, sont importants. C'est peut-être pas effectivement, comme je vous le disais, l'importance de chacun et chacune d'entre vous. Et c'est pour ça que ce sera intéressant, même si c'est un échange par le chat, qu'on puisse en parler par la suite. Si on parle tout d'abord de la dysautonomie qui touche le système cardiovasculaire, un des éléments le plus importants et pour lequel on consacre du temps que ce soit en hospitalisation ou en consultation, c'est vraiment la symptomatologie d'hypotension orthostatique. L'hypotension orthostatique correspond à une sensation d'étourdissement au lever liée à une chute de la tension artérielle. Dans la maladie à corps de Lewy, cette chute de la tension artérielle, elle est liée à une mauvaise activation, à une dysautonomie, qui fait que l'accélération cardiaque, qui normalement doit nous permettre de réguler le sang qui afflue au niveau du cerveau quand on change de niveau de pression, ne fonctionne pas et on a ce symptôme. Tout à chacun a pu déjà ressentir ces symptômes d'étourdissement. Il suffit que on soit accroupi pendant longtemps dans un endroit un peu chaud, on se lève d'un coup et là on va sentir que on est un peu étourdi. Euh,
des malaises vagos parfois, peuvent donner ces symptômes-là aussi, d'étourdissement qui parfois peuvent aller jusqu'à la perte de connaissance. Et ça, c'est lié au fait que, à un moment ou à un autre, la tension est tellement basse qu'on n'arrive pas à vasculariser correctement au niveau cérébral, ce qui fait qu'il y a une perte de connaissance, on chute, la tension artérielle se stabilise, et là, les choses s'améliorent. C'est pour ça d'ailleurs que quand les gens ont ce type de malaise hypotensif, on les allonge rapidement, on leur lève les jambes pour que tout le sang qui est situé au niveau des jambes se retrouve au niveau du thorax, puis au niveau du cerveau, et les gens s'améliorent progressivement. Et c'est là où on voit aussi pour les diagnostics différentiels, parce que parfois on peut aussi être étourdi pour d'autres raisons. Une des autres grandes raisons, c'est l'hypoglycémie dans la population générale. Et quelqu'un d'hypoglycémique, vous lui levez les jambes, ça ne va rien faire. Par contre, vous lui donnez du sucre rapidement et très rapide, magique entre guillemets. Dès qu'on apporte des sucres rapides, on va avoir une amélioration de ce symptôme. Là, on parle bien de troubles vasculaires, de troubles tensionnels. Et pour nous, personnes qui ne portons pas cette maladie, on peut en tout cas entreapercevoir les symptômes de nos proches avec ces sensations qu'on peut avoir aussi de temps en temps. Cette hypotension orthostatique, elle est bien sûr responsable de chutes, parce que cet étourdissement fait perdre l'équilibre et peut amener à des chutes. Elle peut aussi, en lien avec la chute, être responsable de fractures. Et donc, nous, c'est malheureusement fréquent qu'on ait aussi en rééducation des patients qui ont une maladie à corde à l'aiguille et qui nous viennent soit pour des contextes de chute à répétition qui soient liés à de l'hypotension orthostatique ou à des troubles posturaux, mais qui peuvent être compliqués de fracture. Et donc, comme je vous le disais, ces éléments-là entraînent une surhospitalisation et parfois, bien sûr, une dégradation en lien avec des séjours hospitaliers prolongés. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce qu'elle va toucher 30 à 50% des personnes qui sont atteintes de maladies à corde de Lewy. 17% ont déjà expérimenté une perte de connaissance. Parfois, on parle de syncope. Il faut faire attention avec le terme syncope qui, dans la population générale, est assez utilisé. Dans nos critères médicaux, une syncope est d'origine cardiaque avec une disparition brutale de l'état de conscience et qui est plutôt liée à des troubles cardiaques. Mais effectivement, dans le cas extrême, comme je vous l'expliquais, il peut y avoir une perte de connaissance et une aréactivité. Bien entendu, les premières choses à faire, c'est de surveiller que la personne respire bien, que surveiller que la personne est voilà, soit aussi chaude sur les extrémités, éventuellement prendre le pouls, bien sûr, si vous savez le faire. Mais ça peut être des symptômes qui sont assez marquants et assez inquiétants quand ils surviennent. Ça altère, bien sûr, la qualité de vie parce que faire des hypotensions orthostatiques et faire ce type de malaise va effectivement beaucoup fatiguer, parfois entraîner des limitations du déplacement, bien sûr le risque de chute et des majorations de difficultés attentionnelles parce que plus on est fatigué, moins on a de capacité à fixer notre attention et plus les troubles attentionnels que l'on peut avoir dans la maladie vont se révéler. Comment dépister cette hypotension orthostatique qui peut survenir même sans symptômes forcément? On peut être porteur d'une hypotension orthostatique sans même s'en rendre compte. En consultation ou en hospitalisation de jour, on va réaliser ce qu'on appelle un test d'hypotension orthostatique où on va d'abord prendre votre tension allongée dans une situation de repos pendant 5 à 10 minutes. Et après, on va vous demander de vous lever pendant 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, parfois même jusqu'à 10 minutes. Et à chaque fois, on va prendre la tension artérielle et la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque, vous allez voir, est très importante pour qu'on arrive à savoir si on est face à une dysautonomie ou face à une autre problématique. Et on va parler d'hypotension orthostatique si on a une différence entre la tension artérielle systolique ou diastolique, c'est-à-dire le chiffre le plus haut ou le plus bas, entre la position assis et debout à 1, 3, 5, voire 10 minutes, de 20 mm de mercure, donc ça équivaut quand on dit il faut passer de 14,8 par exemple à 12,8 si on parle en tension que l'on
la façon dont on l'exprime habituellement, ou 10 millimètres de mercure dans la diastolique, c'est-à-dire le chiffre le plus bas. En réalité, on a deux types d'hypotension orthostatique. On a celle où il y a une tachycardie réflexe, c'est-à-dire pendant ce test d'hypotension orthostatique, on va avoir une augmentation de la fréquence cardiaque, on dit souvent de 30%, et ce n'est donc pas un problème de réflexe d'activation de notre fréquence cardiaque, mais des problèmes d'hypotension orthostatique secondaires, secondaires par exemple à une iatrogénie, à des effets secondaires de médicaments, comme des antihypertenseurs, des psychotropes, des vasodilatateurs, la dopathérapie, on va en reparler, ou alors des problématiques d'hypovolémie dans le cadre de déshydratation, d'anémie, de dénutrition, d'insuffisance veineuse. Si il n'y a pas de tachycardie, si on voit qu'il y a cette hypotension orthostatique et le cœur n'accélère pas, on parle alors de dysautonomie, d'hypotension orthostatique neurogène, à la file duquel il y a les syndromes parkinsoniens, mais on peut aussi identifier le diabète, l'amylose qui est une pathologie de système de dépôt aussi plutôt voilà sur toucher d'autres organes ou des insuffisances rénales ou des causes paranéoplasies. Mais les syndromes parkinsoniens, en tant que tels, peuvent effectivement, comme on l'expliquait, entraîner des hypotensions orthostatiques. Si on s'intéresse un petit peu à comment améliorer ces symptômes d'hypotension orthostatique, c'est important de savoir comment est-ce qu'on calcule la tension artérielle. L'idée n'est pas de partir dans de la physiologie extrêmement complexe, mais au moins que vous ayez une idée pour après, à votre échelle, adapter les choses. La tension artérielle, ça correspond au débit cardiaque, c'est-à-dire la fréquence cardiaque multipliée par le volume de sang éjecté par le cœur, multiplié par ce qu'on appelle les résistances périphériques au niveau des vaisseaux, c'est-à-dire la difficulté que le cœur va avoir à propulser ce sang. Donc ça, c'est la formule de base qu'on n'utilise bien sûr pas en pratique courante. On a nos manomètres qui nous donnent directement les chiffres. Et ça, c'est la formule de base. C'est comme ça qu'on peut réfléchir autour de la tension artérielle. Une diminution de la tension artérielle peut bien entendu être liée soit à une diminution de la fréquence cardiaque. Donc ça, c'est essentiellement médicamenteux, des causes médicamenteuses, notamment les bêta-bloquants, tous les médicaments qui vont finir par ol, bisoprolol, athénolol, tous ces médicaments-là que vous pouvez voir sur vos ordonnances et qui sont le plus souvent prescrits dans le cadre d'insuffisance cardiaque, de cardiopathie ischémique ou parfois d'hypertension artérielle. Mais ça peut aussi être lié à des bêta-bloquants sous forme de collyre qui sont utilisés contre le glaucome. Et même si c'est sous forme de collyre au niveau de la muqueuse oculaire qui est très vascularisée, ça m'est arrivé d'avoir déjà des patients avec des hypotensions orthostatiques neurogènes pour lequel, pour ne pas rajouter des facteurs favorisants, on a demandé à l'ophtalmologue de pouvoir changer ces collyres bêta-bloquants contre d'autres types de collyres pour justement limiter au maximum le risque de passage systémique, c'est-à-dire dans la circulation générale et d'impact sur le rythme cardiaque. On peut aussi avoir une diminution du volume du sang éjecté qui entraîne une diminution de la tension artérielle. C'est le cas de la déshydratation et ça, on le comprend bien. Et je vous le disais tout à l'heure pour cet exemple, quand on n'a pas suffisamment bu, qu'il fait chaud l'été, qu'on est accroupi, qu'on se lève d'un coup, on peut avoir cette sensation-là. Bien sûr, l'anémie, c'est-à-dire que quand on a une diminution du volume sanguin, du volume de globules rouges, on va avoir le risque d'avoir une tension qui est basse, mais aussi d'autres médicaments comme des diurétiques que l'on prend aussi dans les insuffisances cardiaques et qui nous aident à aller uriner, et où là, l'objectif de ces médicaments, justement, va être de diminuer le volume sanguin pour éviter de mettre le cœur en surcharge. Et enfin, pour cette fameuse histoire de résistance périphérique des vaisseaux, qui est quelque chose qui peut être plus complexe à envisager, si là on prend par exemple quelqu'un qui est habillé, là on va avoir un diamètre de vaisseau qui est normal. Vous mettez cette même personne dans une situation très chaude et on va voir une vasodilatation périphérique.
Donc on va avoir cette rougeur cutanée, cette capacité à stocker plus facilement au niveau de nos veines et artères périphériques, et donc un plus grand volume de sang qui va être à distance du cœur. Et c'est là où on peut aussi avoir une diminution de la tension artérielle parce qu'il va y avoir une diminution de la résistance. Je vous parlais tout à l'heure de la L-Dopa, des dopaminergiques que l'on peut utiliser dans la maladie à corps de Lewy. Je pense notamment au Modopar ou au Sinemet. Le Modopar et le Sinemet contiennent de la L-Dopa, mais également une autre molécule dont l'objectif est de diminuer la métabolisation, c'est-à-dire l'utilisation de la L-Dopa en périphérie. Quand les patients prennent la L-Dopa, quand vous prenez la L-Dopa, ça arrive au niveau de votre estomac, ça va être digéré, ça va passer dans la circulation sanguine pour rejoindre votre cerveau où on a besoin justement d'avoir un maximum de métabolites qui est disponible pour arriver au cerveau. Le problème, c'est que la L-Dopa va aussi risquer d'être métabolisée, d'être utilisée en périphérie. Et en périphérie, la L-Dopa va plutôt entraîner une vasodilatation. Et c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle le benzérazide ou le carbidopa dans le Sinemet ou le Modopar, qui est un constituant supplémentaire qui va éviter cette transformation. Elle ne l'évite pas à 100%. Et donc, c'est pour ça que le Modopar peut entraîner, au début en tout cas de l'utilisation, cette vasodilatation. Et c'est là où vous voyez que c'est compliqué, parce que d'un côté, on veut améliorer la symptomatologie motrice en introduisant ces médicaments, mais il faut faire attention dans les maladies à corps de Lewy que ça n'aille pas engendrer une atteinte vasculaire, une vasodilatation et une diminution de la tension artérielle, parce que ça pourrait majorer ou démasquer une hypotension orthostatique. Maintenant qu'on a parlé un petit peu de ces trois grands éléments, fréquence cardiaque, volume sanguin, résistance périphérique, on va essayer de voir justement comment, à différentes échelles, non médicamenteuses essentiellement, voire médicamenteuses, on peut réussir à traiter cette hypotension orthostatique de façon efficace pour justement s'assurer le moins d'impact sur votre vie quotidienne de cette symptomatologie. Tout d'abord, il est important de corriger les facteurs favorisants. La correction de ces facteurs favorisants, ça va être éliminer, comme je vous disais, les causes secondaires, déshydratation ou anémie, mais aussi voir avec votre médecin traitant, voir avec votre médecin gériatre ou neurologue, de réévaluer les traitements, notamment on disait les bêta-bloquants et aussi les bêta-bloquants en collyre, les antihypertenseurs, mais aussi la posologie de la L-Dopa. Moi, pas plus tard que en fin de semaine dernière, j'ai un patient actuellement qui a une maladie à corps de Lewy, qui est hospitalisé dans un service de rééducation, qui présente à la fois un ralentissement moteur, mais aussi une hypotension orthostatique. On a voulu traiter les deux en se disant on va majorer le Modopar et majorer la prise en charge de l'hypotension orthostatique. Et il se trouve que on s'est concentré sur l'hypotension orthostatique parce que la majoration du Modopar a nettement majoré ces symptômes-là, et donc on a dû un peu rétrocéder. Donc c'est vraiment la réévaluation de ces traitements qui est important à discuter à un moment ou à un autre dans la prise en charge. Ensuite, on a toutes les règles hygiéno-diététiques, c'est-à-dire les propositions que l'on peut faire aux patients, aux patientes et à leurs proches pour, de façon non médicamenteuse encore une fois, lutter contre cette hypotension orthostatique. Tout d'abord, il y a tout ce qui est en lien avec l'hydratation, avec la volémie. C'est proposé de boire 1,5 litre à 2 litres par jour, ce qui est énorme, et ça, je l'entends bien. Euh, le mieux avant 17 heures, parce qu'en termes de physiologie, en termes d'adaptation des pressions, il vaut mieux le faire en journée, euh, pour justement assurer l'absence de déshydratation le plus possible. Cette hydratation, il faut savoir que ce n'est pas uniquement avec de l'eau, ça peut très bien être aussi
avec des jus. Ça peut très bien aussi être avec des yaourts. Les yaourts, on dit souvent qu'un yaourt égale un verre d'eau. Il y a beaucoup de façons de s'hydrater et donc c'est bien de réussir à trouver certains réflexes quotidiens et bien entendu, d'avoir une vigilance particulière dans des situations de chaleur. Alors là, on est au mois de septembre-octobre, mais on va peut-être, pour certains ou certaines, profiter d'endroits intimes plus chaleureux, près de feux de cheminée ou ce genre de choses. Là aussi, il va falloir faire attention et faire attention de bien s'hydrater quand on est face à des sources de chaleur plus importantes, même du chauffage de maison. Pas de régime strict sans sel. Alors je ne sais pas s'il y a des cardiologues parmi nous ou des personnes sont proches de cardiologues. C'est vrai que c'est toujours la grande difficulté entre, euh, bien sûr, des insuffisances cardiaques extrêmement sévères où il va falloir qu'on trouve un juste milieu. Nous, en gériatrie, on a plutôt tendance à dire jamais de régime. Même pour les patients diabétiques, et de plutôt s'adapter, nous, avec nos traitements. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus vous allez faire un régime sans sel, et moins vous allez réussir à retenir de l'eau. Et donc, c'est pour ça que c'est important quand même de faire attention à saler vos plats. Et une autre astuce, et ça c'est plutôt le matin, a été mis en évidence que quand on préparait un grand verre d'eau, environ 250 millilitres, sur sa table de chevet le matin avant le lever, de pouvoir le boire assez rapidement, va permettre d'augmenter la tension artérielle pendant plusieurs heures le matin. C'est à tester, à voir en fonction. Ça va fonctionner chez certaines personnes et pas chez d'autres. Mais en tout cas, de pouvoir commencer cette hydratation dès le matin. Et ça peut d'ailleurs aussi être le moment, si certains ou certaines d'entre vous sont sous Modopar 3 fois par jour ou plus, de se dire, voilà, en fait, avant de me lever, j'ai à disposition sur ma table de chevet à la fois ce verre d'eau, mais aussi mon traitement par Modopar qui va permettre de démarrer le mieux possible la journée. Ça, c'est plutôt vis-à-vis de comment assurer une bonne hydratation. On a d'autres éléments. Je parlais tout à l'heure des feux de cheminée, mais bien sûr, il y a plein d'autres situations dans lesquelles on peut, un peu à risque. Loin de moi l'idée de ne pas vous faire profiter de ces moments-là, mais d'avoir une attention particulière dans des situations où effectivement la température de la pièce est plus élevée, parce qu'il va y avoir un plus haut risque de vasodilatation, comme vous le voyez avant sur le dessin de cette personne dans son bras très chaud. Comme il y a une vasodilatation, notre volémie, notre sang va se diffuser plutôt à nos extrémités pour permettre après de faire de la thermorégulation de l'essence de diminuer la température du corps. Donc, être vigilant et vigilante dans ces moments-là. Les bas de contention. Alors, je sais que c'est compliqué, mais quand on retrouve une hypotension orthostatique, nous, on essaye vraiment d'accompagner les personnes dans la mise en place des bas de contention au minimum de classe 2, les classes 1. Alors, c'est compliqué parce qu'il y a des classes européennes, des classes françaises. Les classes 1 françaises, c'est, je dirais, presque des chaussettes classiques, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On peut aller jusqu'à des classes 3, voire des classes 4. Voilà, la plupart du temps, c'est des classes 2, avec toutes les difficultés que l'on connaît pour la mise en place des bas, souvent aidés soit par des proches, soit par des professionnels de santé. Ça peut parfois être des bandes. L'idée étant vraiment, justement, d'éviter les œdèmes au niveau des membres inférieurs et d'éviter que l'ensemble de notre volémie aille s'installer au niveau des jambes, et du coup qu'on n'ait plus de liquide ou plus suffisamment de liquide au niveau du thorax ou au niveau cérébral. C'est la même réflexion que l'on avait pour quand quelqu'un fait un malaise hypotensif, on l'allonge, on lève les pieds pour que justement le liquide qui est situé dans les jambes revienne au niveau du thorax et de la partie supérieure du corps. L'apprentissage du lever progressif, euh, on a bien sûr en fonction des caractères de chacun et de chacune, plus ou moins de volonté de nous lever rapidement. C'est très important le matin, ou globalement dans toutes les situations où on est assis pendant longtemps, de se préparer au lever, de se dire je mets bien mes pieds au sol. Si je passe d'une position allongée à debout, je passe forcément par la position assise et j'attends un petit peu avant de me sentir vraiment bien. Et si malgré tout ça, des symptômes surviennent, on peut effectivement faire des contractions isométriques, c'est-à-dire contracter les poings les uns dans les autres ou avec une balle, voire tirer
en mettant des crochets, enfin en faisant des crochets avec nos mains, ça va stimuler effectivement le flux au niveau des muscles et ça va permettre de lutter contre les symptômes. Euh, un autre des éléments va être aussi la possibilité, et ça aussi c'est une des questions de d'équilibration. Pour le coup, on rentrerait dans de la physiologie extrêmement poussée, mais quand on surélève entièrement le lit, alors pas uniquement sur le dossier. On va avoir une adaptation en fait de nos hormones pendant la nuit qui vont permettre de limiter le risque d'hypotension orthostatique. Alors bien sûr, certains ou certaines d'entre vous ont aussi des problématiques d'insuffisance veineuse où on demande plutôt de relever les pieds. Bon, l'idée c'est quand même pas de se retrouver avec d'un côté les pieds levés, de l'autre la tête levée. C'est bien sûr après du bon sens et de se dire comment est-ce qu'on privilégie les choses et qu'est-ce qui est bien pour moi plutôt que qu'est-ce qu'on me demande exactement de faire. Ces règles hygiéno-diététiques sont vraiment des conseils de vie et c'est vraiment des choses que l'on doit échanger, que ce soit avec tout type de professionnels de santé et des choses à tester. Euh, le seul élément sur lequel j'attire votre attention, c'est vraiment sur les conseils d'hydratation, où là, pour le coup, c'est des choses qui doivent être assez euh, diffusées et prises en compte. Si malgré tout ça et malgré cette discussion qu'on a pu avoir, il y a toujours une hypotension orthostatique symptomatique et qui gêne le quotidien, on va à ce moment-là utiliser des traitements médicamenteux. Je vais vous en citer deux parce que c'est essentiellement les deux qu'on va utiliser. Soit l'un, soit l'autre, va parfois en association. Il s'agit de la midodrine, qui s'appelle en termes de pharmacologique ou en tout cas le Gutron, et la fludrocortisone, sous le nom du Flucortac. Et vous voyez encore une fois qu'on va avoir deux mécanismes euh, qui nous intéressent dans l'augmentation de la tension artérielle, la vasoconstriction pour l'amidodrine et l'augmentation du volume sanguin pour la fludrocortisone. Pour l'amidodrine, il s'agit donc de l'action de vasoconstriction. C'est impressionnant, vous allez voir, on prend jusqu'à 1 à 14 comprimés par jour. C'est des comprimés de 2,5 mg. Et demi-vie, c'est-à-dire au bout de 3 heures, la demi-vie de 3 heures, ça veut dire qu'au bout de 3 heures, vous avez déjà la moitié du médicament que vous avez pris qui a disparu de votre corps. C'est pour ça qu'on doit le prendre plusieurs fois par jour. On le prend souvent à 8 heures, midi et à 16 heures en dernière prise, parce que le risque, c'est d'entraîner une hypertension artérielle de décubitus, c'est-à-dire quand on est allongé. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Et donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit pris à distance du moment où vous allez vous mettre au lit pour votre nuit. On augmente bien sûr de façon progressive. Jamais j'ai débuté 14 comprimés d'un coup. C'est vraiment d'abord 1, 1, 1, puis 2, 2, 2, puis 3, 3, 3, et on réévalue en fonction de l'efficacité. Les principales contre-indications, c'est tout ce qui est lié à une diminution déjà du calibre de vos vaisseaux. Donc les cardiopathies ischémiques sévères, c'est une contre-indication stricte parce qu'on ne veut pas que, avec la vasoconstriction que l'on provoque, il y ait un infarctus du myocarde au décours. Et pareil pour l'artériopathie oblitérante, c'est-à-dire de l'athérome très importante au niveau des membres inférieurs. On ne veut surtout pas que on vasoconstricte des artères qui sont déjà atteintes. Les effets secondaires, il y en a plusieurs. J'avoue que dans mon expérience personnelle, enfin, ce que me transmettent les patients que je peux accompagner, euh, il y a peu d'effets secondaires majeurs, euh, euh, mais il faut quand même réussir à reconnaître certains éléments. Des maux de tête, bien sûr, ça c'est des choses qu'il faut très rapidement détecter parce que ça peut être lié justement à de l'hypertension artérielle induite. Des démangeaisons, notamment au niveau du cuir chevelu, des sensations de frissons, de picotements, de chair de poule, de troubles urinaires, d'anxiété. Tout ça, c'est lié vraiment au fait d'avoir cette constriction périphérique des vaisseaux qui peut entraîner ces symptômes particuliers. Donc, si vous êtes sous midodrine et que vous avez ce type de symptômes et que c'est très gênant, toujours une question de balance bénéfice-risque, n'hésitez pas à en parler à votre médecin pour pouvoir réévaluer ce traitement. L'autre traitement qu'on utilise, cette fois-ci non pas pour vasoconstricter, mais pour augmenter le volume sanguin
circulant, c'est-à-dire quand l'effet de l'hydratation n'a pas été suffisante, c'est la fludrocortisone qui, elle, a une demi-vie d'élimination de 18 à 36 heures. Donc, vous voyez que 18 à 36 heures après, on a toujours la moitié du médicament qui circule, ce qui fait que c'est une seule prise par jour le matin, et on peut aller de 1 à 4 comprimés par jour uniquement le matin. Les risques principaux sont une baisse du potassium. C'est pour ça que quand on introduit le traitement, on fait des contrôles ou quand on augmente le traitement, on fait des contrôles biologiques rapprochés pour éventuellement rajouter une supplémentation en potassium. Et comme je vous le disais, ça augmente le volume sanguin, ce qui fait qu'en cas d'insuffisance cardiaque, c'est pas forcément bien toléré d'augmenter ce volume. Parfois, on peut entendre dire que la fludrocortisone, l'objectif, c'est de faire prendre du poids à la personne qui la prend de 1 à 2 kilos, qui est en fait tout bonnement de la rétention d'eau intravasculaire qui va permettre justement de favoriser l'hypertension artérielle. Donc la contre-indication principale, c'est vraiment une insuffisance cardiaque sévère. Si vous êtes déjà sous diurétique, si vous êtes déjà sujet à faire des œdèmes aigus pulmonaires ou des décompensations cardiaques, probablement que ce n'est pas un médicament qui pourra vous être proposé. Et après, comme je vous le disais, on peut parfois avoir des associations, c'est-à-dire des personnes qui sont à la fois sous fludrocortisone, à la fois sous midodrine, et de pouvoir trouver l'équilibre pour chaque personne. Les effets secondaires de la fludrocortisone, c'est également des maux de tête, la perte de potassium que l'on voit avec la prise de sang et l'insuffisance cardiaque. Pour résumer un peu cette première partie, qui est la partie la plus dense, mais qui me semblait aussi être une partie très importante parce que on voit bien que les intervenants pour améliorer l'hypotension orthostatique, c'est bien sûr vous en tant que patient, mais aussi en tant que proche et nous en tant que professionnels de santé. D'où l'intérêt justement de pouvoir avoir ce genre de réunion et ce genre d'échange ensemble. Pour résumer l'hypotension orthostatique dans la maladie à Cordell-Lewy, le dépistage, il est obligatoire même en l'absence de symptômes. C'est un dépistage, comme vous le voyez, qui prend du temps. Il faut quand même au moins 10-15 minutes. C'est pas toujours évident en consultation. Quand on a des consultations de 30 minutes, voire de 15 minutes pour les médecins généralistes, c'est quand même une organisation et ça se fait parfois au dépend d'autres choses. Euh, euh, mais c'est quand même important de le faire. Les règles hygiéno-diététiques, donc l'hydratation, de faire attention effectivement à tout ce qui est euh, endroit trop chaud. Donc c'est toujours important de le mettre en place. Et le traitement médicamenteux parfois, et notamment cette révision de votre ordonnance, qui sera importante à faire à un moment ou à un autre pour être sûr qu'on n'ait pas de médicament qui favorise cette hypotension orthostatique. On va maintenant parler des symptômes digestifs qui sont principalement la constipation. Ça, c'est vraiment des choses que la maladie de Parkinson et la maladie à Cordell-Lewy a en commun. Une constipation très importante qui est multiple, multifactorielle. Ça va toucher 60 à 70% des personnes atteintes de maladie à Cordell-Lewy. On parle de constipation quand on a moins de 3 selles par semaine et ou qu'il y a une difficulté très importante d'exonération. Quand je vous disais que cette constipation était multifactorielle, il y a effectivement la dysautonomie, avec, vous savez qu'on en parle maintenant de plus en plus, que le système digestif est notre deuxième cerveau. Donc il y a beaucoup de terminaisons nerveuses, donc beaucoup de dysautonomie possible. Mais il y a aussi les troubles des sécrétions, les difficultés d'hydratation qui vont ralentir le transit. On va avoir les symptômes d'akinésie, de ralentissement de l'activité globale, mais aussi de l'activité musculaire lisse, c'est-à-dire involontaire au niveau du tube digestif. On va avoir la diminution de la marche, de la mobilité. Vous savez très bien que, et c'est aussi pour ça que d'ailleurs les personnes âgées sont plus constipées parce que il y a cette diminution de la mobilité générale et donc du péristaltisme. Donc c'est vraiment plurifactoriel. La prise en charge, ça va de nouveau être une hydratation quotidienne suffisante, une adaptation de votre régime alimentaire. Bien entendu, chacun et chacune se connaît très bien, donc il faut aussi beaucoup se baser là-dessus. Quand je dis activité physique, c'est bien sûr une activité physique qui est adaptée le plus possible et de mettre en place des laxatifs quotidiens pour entretenir le transit.
Souvent, quand on a trouvé le laxatif qui nous convient, que ce soit des laxatifs naturels comme le pruneau ou d'autres types de laxatifs en poudre ou autres, il faut vraiment le prendre de façon quotidienne, même si le transit est revenu, parce que les facteurs, il y a des facteurs qui ne pourront pas être corrigés, bien sûr l'hydratation, bien sûr l'activité physique. Par contre, tout ce qui est dysautonomie, tout ce qui est trouble de la sécrétion, tout ce qui est trouble de la mobilité, c'est des symptômes inhérents à la maladie. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir cette aide au transit. Donc, si vous avez trouvé un bon laxatif, ne vous dites pas, mon transit est régulier, j'arrête et je le reprends petit à petit, parce que ce qui peut arriver, c'est des risques en fait de fausse diarrhée où des personnes arrêtent le laxatif, recommencent à être constipées pendant plusieurs jours, et d'un coup, il va y avoir des débâcles diarrhéiques où on va forcément se dire, bah voilà, mince, on se retrouve maintenant en diarrhée alors qu'on était constipé, donc on va utiliser des traitements antidiarrhéiques. Et finalement, quand on a des bouchons de sel qui se forment au niveau du côlon, la seule chose qui va passer autour de ce bouchon de sel va être des sécrétions, les sécrétions qui vont être générées par l'hyperactivité, l'inflammation locale pour essayer de libérer ce bouchon. Et c'est la seule chose qu'on va voir dans la cuvette des toilettes et dans les symptômes, c'est-à-dire une sorte de sécrétion liquide qui semble être de la diarrhée. Et il s'agit d'authentiques fausses diarrhées, euh, pas difficile à diagnostiquer, mais c'est vraiment cette alternance diarrhée-constipation et aussi la présence d'un ventre très tendu à l'examen clinique par des professionnels de santé. Donc c'est pour ça que vraiment, je vous invite à favoriser l'utilisation de laxatifs qui vous conviennent, encore une fois, pour stabiliser ces problématiques. En termes de questions, euh, je reviendrai un peu parce qu'il n'y avait pas forcément de questions là sur la constipation, qui est pourtant un des éléments clés, mais c'est quelque chose qui a eu, autant il y a certaines dysautonomies qui sont très spécifiques à la maladie à cœur de Lewy, autant la constipation qui est pas dire le mal du siècle, mais en tout cas qui est quelque chose de partagé par l'ensemble de la population vieillissante, et peut-être quelque chose qu'on a plus facilement, plus de facilité à discuter et à échanger, parce qu'elle est partagée de tous et de toutes. Maintenant, on va parler des signes urogénitaux. Les signes urogénitaux vont à la fois euh, comporter tout ce qui est trouble urinaire, mais aussi tout ce qui est trouble sexuel, et on va en reparler. Si on commence par les troubles urinaires, on va avoir, comme vous le savez, comme je vous ai expliqué au début de cette conférence, la vessie est aussi le lieu de beaucoup de fibres nerveuses du système nerveux autonome, donc avec un risque important de dysautonomie. Le problème, c'est que vous avez vu ils vont agir autant dans la rétention d'urine, quand il s'agit d'être dans voilà, si on reprend notre homme préhistorique qui se fait attaquer par un ours, je pense pas que ce soit le moment qui s'arrête dans un coin pour uriner, donc il va avoir l'adrénaline qui va bloquer sa vessie et qui va permettre de partir très vite. Si on prend d'autres animaux, parfois c'est des mécanismes de défense d'aller justement avoir comme mécanisme de défense de relâcher complètement leur sphincter. Quand on est justement plutôt bien et plutôt reposé, là, à ce moment-là, on va être plus à même de pouvoir aller uriner. C'est pour ça que on va avoir à la fois des troubles rétentionnels, c'est-à-dire trop d'urine dans la vessie, difficulté à les faire sortir, ou au contraire, une suractivité vésicale, et on va parler de ces deux éléments. Si on a une hypoactivité de notre vessie, ça va entraîner des signes rétentionnels comme de la dysurie, c'est-à-dire on va aux toilettes, on est obligé de pousser pour aller aux toilettes, des sensations de vessie non vide, on va aux toilettes, on sort des toilettes, on a encore l'impression d'avoir envie, ou des infections urinaires à répétition, parce que plus on va faire stagner de l'urine dans la vessie, et plus les bactéries vont avoir des facilités de se développer. C'est un peu comme si dans vos toilettes, votre chasse d'eau fonctionne mal, vous allez vite voir que votre eau va devenir trouble parce qu'il y a des bactéries qui vont se développer. Et à contrario, on a l'hyperactivité, c'est-à-dire des signes irritatifs. Là, on va avoir des fuites urinaires, ce qu'on appelle des urgenturies, c'est-à-dire avoir tout le temps envie d'aller aux toilettes, ou alors des pollakiuries, c'est-à-dire uriner très souvent dans la journée. Et ça, c'était une des questions d'une personne tout à l'heure sur le chat, sur le fait de, voilà, j'ai souvent très envie d'uriner.
à quoi c'est dû. Alors, comment évaluer ces troubles-là? D'abord en effectuant un calendrier mictionnel, c'est-à-dire que vous pouvez d'ores et déjà, en programmation de votre prochain rendez-vous avec votre médecin traitant ou votre médecin neurologue ou gériatre, établir sur 3 jours un calendrier en disant, voilà, euh, à 8 heures, première miction, à 10 heures, deuxième miction, euh, sans estimer précisément combien, ou alors justement des moments où vous vous dites bah, à 11 heures, nouvelle envie, quelque chose de très symptomatique et pratique pour avoir une vision globalement sur combien de fois dans la journée vous avez envie d'uriner, combien de fois vous urinez réellement et à peu près en quelle quantité. Euh, donc ça va nous permettre, nous, après, d'analyser et de vous orienter plutôt vers quelque chose de rétentionnel, quelque chose d'irritatif. Après, on peut être amené à prévoir une échographie vésicale pour aller voir notamment des signes de vessie de lutte, c'est-à-dire une vessie qui est trop pleine tout le temps, évaluer le volume prostatique pour l'homme, parce que bien entendu que des sensations de dysurie, de difficulté à aller uriner ou de sensations de vessie non vide, ça peut arriver quand on a une hypertrophie bénigne de prostate. On a un urètre qui est plus long pour l'homme et donc avec plus de risques de cette rétention. Et on peut parfois aller jusqu'au bilan urodynamique chez un ou une urologue, où là, on va vraiment analyser l'activité des urines, et là, on va avoir un débit, enfin, il va y avoir plein de chiffres, pour vraiment, dans des situations où les symptômes deviennent extrêmement complexes à gérer, où on peut effectivement faire appel à nos collègues urologues en ce sens. Quels sont les médicaments? Malheureusement, on va le voir, il y a des médicaments qui existent, mais qui ont des effets secondaires. Ce qui est important, c'est avant tout de régulariser le transit. Tout ce qui se passe dans le petit bassin est extrêmement lié, c'est-à-dire le côlon, la vessie, les organes génitaux, tout cela est vraiment interconnecté. Donc, même en termes de douleur, quand on a des douleurs au niveau du petit bassin, je pense notamment, par exemple, à des fractures du sacrum ou à des fractures du bassin, on voit tout de suite que ça paralyse l'ensemble de l'activité du petit bassin, urinaire, digestif. Donc ça, c'est faire attention qu'il n'y ait pas de facteur favorisant à ces troubles-là. Les conseils diététiques, limiter les cafés ou les boissons diurétiques, de la rééducation psychocomportementale, ça c'est plutôt effectivement dans des situations d'urologie ou qui peuvent proposer ça sous forme d'hôpitaux de jour ou autre. Personnellement, nous, on n'a pas développé ce type d'éducation. Je pense que c'est de l'ordre vraiment de la spécialité urologique ou de la rééducation périnéale. Si on parle maintenant des médicaments, dans l'aspect rétentionnel, on peut avoir des alpha-bloquants qui sont plutôt à destination des hommes parce que ce sont des médicaments pour l'hypertension, pour l'hypertrophie bénigne de prostate. Mais le risque, c'est de donner des hypotensions orthostatiques. Donc, c'est compliqué. C'est encore une fois une question bénéfice-risque et savoir qu'est-ce qu'on arrive à mettre de côté ou non. Et quand on est sur des symptômes irritatifs, on a tout ce qui est anticholinergique. Et tout ce qui est anticholinergique, on n'aime pas du tout quand on est gériatre, parce que c'est un risque confusionnel très important. Et globalement, moi, tous les anticholinergiques que je vois sur des ordonnances, alors après, j'ai un énorme biais qui est celui d'être en consultation mémoire et dans un service d'hospitalisation. Bien entendu, quand des gens ont des anticholinergiques, que c'est efficace et qu'il n'y a pas d'effets secondaires, voilà. Il se trouve que moi, c'est pas les patients que je vois, mais les anticholinergiques, moi, en tout cas, je ne les introduis pas. C'est vraiment trop risqué sur le plan confusionnel. Un des éléments qui est aussi possible, qui est utilisé essentiellement dans les vessies neurologiques, dans les vessies irritatives des patients présentant des accidents vasculaires cérébraux, c'est ce qu'on appelle l'urostime. C'est de la stimulation transcutanée. Ça peut paraître je vais pas dire loufoque, mais assez étonnant de se dire que quand on va aller stimuler le nerf tibial postérieur avec une stimulation électrique, c'est en fait comme un chatouillement que l'on sent au niveau du tibia. Ça peut avoir un rétrocontrôle au niveau de la vessie, mais c'est pourtant le cas. C'est-à-dire qu'on va stimuler pendant 20 à 30 minutes quotidien ce nerf, qu'il va aller transmettre l'info au niveau de toute la partie de ce qu'on appelle la queue de cheval, c'est tous les nerfs sacrés qui sortent des terminaisons distales de notre colonne vertébrale et qui va du coup exercer un rétrocontrôle sur la vessie. Globalement, c'est ça le principe.
C'est quelque chose qui peut être testé. Il faut être patient parce que ça, parfois, ça met plusieurs semaines avant d'agir. Je dirais qu'au bout d'un mois, s'il n'y a pas d'activité, on passe à autre chose. Mais c'est une mesure non médicamenteuse. Ça reste un dispositif médical, c'est-à-dire une prescription médicale, mais c'est non médicamenteux dans le sens pas d'impact général. Donc c'est quelque chose qui peut être testé pour des patients présentant effectivement cette polyurie délicate et complexe. Je voulais aussi évoquer pendant cette conférence les troubles sexuels. Comme je vous le disais, bien entendu, tous les symptômes que j'évoque aujourd'hui ne touchent pas tous les patients et ne sont pas la problématique de chaque patient. Bien entendu que quand on est dans des situations euh, plus ou moins évoluées de la maladie, c'est des choses la partie de la sexualité, de la libido n'est plus quelque chose que l'on discute dans un sens global, ça c'est mon âme de gériatre probablement qui parle. Je pense qu'on n'évoque pas suffisamment euh, les sexualités avec nos patients parce que aussi ça fait partie d'une génération qui ne l'évoquait pas. Mais on est aussi face à une population en couple, avec une vie de couple, une vie intime, des problématiques intimes qu'on n'ose pas évoquer devant certaines personnes. Euh, N'hésitez pas à en parler si c'est quelque chose qui est important pour vous. J'ai envie de dire que on est très mauvais globalement en prise en charge dans l'accompagnement de ces problématiques intimes, que ce soit pour des maladies chroniques, mais même pour un vieillissement physiologique. Donc voilà, les éléments que j'évoque aujourd'hui, bien entendu, sont à prendre si ça vous intéresse, à pouvoir être un pied à l'étrier pour en parler avec les professionnels qui vous suivent. Euh, euh, mais c'est important que c'est cette présence parce que ça fait partie aussi de la qualité de vie. Je n'ai pas de chiffre exact pour la maladie à corps de Lewis, pour vous dire qu'effectivement, c'est quand même des troubles sur lesquels on s'arrête peu malheureusement, mais ça touche dans les maladies de Parkinson évoluées trois quarts des femmes et plus de trois quarts des patients hommes des 79%. C'est très variable. Il y a des troubles de la libido, des troubles de la lutte, de l'érection, des troubles de l'éjaculation. Euh, Comment la prendre en charge? Je dirais que si c'est important, la première chose, c'est d'en parler. D'en parler pour voir l'importance que ça a. Peut-être que ça n'a plus d'importance et on passe à autre chose. Et si ça a de l'importance, c'est d'être sûr de pouvoir éliminer les autres causes. Pour les femmes, on peut avoir toutes les causes de troubles de la statique pelvienne. Il peut y avoir des problématiques de prolapsus, des problématiques de mycose, des problématiques génitales, gynécologiques. Pour les hommes, on peut aussi avoir des problématiques prostatiques, mais aussi des problématiques vasculaires, parce que notamment l'érection est très en lien avec la possibilité de vasculariser correctement au niveau pénien. Après, pour la prise en charge, bien entendu, voilà, la prise en charge, un accompagnement avec un ou une sexothérapeute, c'est bien sûr l'idéal. Je suis, c'est non seulement non remboursé, les psychologues, ça commence tout juste, on n'est pas encore de là à rembourser les sexothérapeutes, mais pourquoi pas un jour, pour travailler sur justement de la réappropriation corporelle dans la maladie, de travailler sur les zones érogènes, de travailler qu'est-ce qui est de l'ordre de l'intimité, qu'est-ce qui est de l'ordre du besoin de présence de l'un à l'autre. Euh, euh, je pense que avant tout, la première chose, c'est de pouvoir en parler librement et de pouvoir essayer ensemble de trouver des solutions. Une des autres éléments, en parler librement aussi, c'est que dans certaines évolutions de maladies cognitives, de maladies neuroévolutives, on peut aussi avoir des modifications de la libido ou des modifications comportementales sexuelles. Ça, c'est important de pouvoir en parler également, parce que ça peut parfois être lié à des syndromes frontaux, à parfois ce qui est de l'ordre de la désinhibition, qui peut parfois être compliqué à gérer pour les proches. Et ça, c'est extrêmement important que vous nous en parliez, qu'il n'y ait pas du tout d'omerta par rapport à ça, pour qu'on puisse justement soit modifier la prise en charge thérapeutique, soit ajouter d'autres médicaments, mais une modification des comportements ou justement une intimité qui devient non partagée ou c'est important qu'on puisse l'évoquer ensemble.
Après, si on parle de prise en charge plus évoluée, il y a la prise en charge non médicamenteuse avec l'utilisation de lubrifiants ou de pompes pour stimuler l'érection, et des prises en charge médicamenteuses, euh, ce qui est, pour ne pas citer son nom, le Viagra, qui est inventé depuis des dizaines et des dizaines d'années. J'en parlais lors du précédent colloque. On est sur d'autres réflexions, mais voilà, pour avoir la chance d'avoir accès à des luttes féministes, on voit bien que les laboratoires se sont empressés de trouver quelque chose pour nous en tant qu'hommes, mais que 20 à 30 ans après, il n'y a toujours aucun médicament pour les troubles de la libido chez la femme. Euh, on espère qu'un jour peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour nous les hommes, dans le cadre de la maladie à cœur de Lewy, le Viagra, le PDE5 inhibiteur est très peu recommandé parce que c'est un vasodilatateur puissant, donc un puissant qui peut de façon puissante entraîner une hypotension orthostatique. Donc à utiliser avec très grande prudence et avec l'accord de l'urologue, du neurologue ou du gériatre. C'est pour ça qu'il faut pouvoir en discuter librement. Pour terminer, donc, sur les troubles de la déglutition, il y a des éléments extrêmement bien faits sur le site de l'Association des aidants et malades de la maladie à corps de Lewy. Encore une fois, un grand bravo à l'association parce que c'est un site incroyablement bien tenu avec des informations extrêmement claires. Donc là, moi, je vais passer rapidement. Mais il y a tout un panel d'orthophonistes aussi qui font des vidéos courtes qui vous aideront. Et je pense que pour le coup, les troubles de la déglutition, qui sont des éléments importants, c'est des choses qu'il faut voir, revoir, revoir pour vraiment s'imprégner de ces éléments-là. Là, on va passer rapidement sur la physiologie de la déglutition, sur les causes des fausses routes et sur comment les gérer. Donc, le mécanisme de la déglutition, c'est extrêmement complexe. Ça met en route beaucoup d'éléments. Bien sûr, toute la cavité buccale avec la langue, la mâchoire, les dents, les lèvres, et toute la partie rétrobuccale avec le pharynx. Et en avant, vous voyez le larynx avec la trachée et ce qu'on appelle l'épiglotte qui va venir faire contact pour justement boucher cette trachée quand on déglutit et pour permettre aux aliments d'aller uniquement à l'œsophage et pas au niveau de la trachée. On parle de fausse route quand les aliments vont circuler et passer malheureusement au niveau de la trachée. L'épiglotte, je vous en ai parlé, élément très important. La langue et la mâchoire, très important. Les mécanismes de la déglutition, on va avoir trois stades. Une phase buccale qui va être volontaire. On va mastiquer, on va humidifier, on va prendre ce temps au niveau de la bouche pour faire en sorte de constituer ce qu'on appelle le bol alimentaire, qui est une association de salive et d'aliments qui vont être mâchés et adaptés pour une bonne déglutition. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'avaler la bouche ouverte, c'est extrêmement difficile, ou de déglutir les dents ouvertes, c'est aussi extrêmement difficile. Ça montre que toute la statique buccale est très importante, d'où l'intérêt de s'intéresser à la fois aux dents et de s'intéresser aussi à la muqueuse buccale, être sûr qu'il n'y ait pas de mycose, de champignons, être sûr qu'il n'y ait pas de trop de salive ou pas assez, mais c'est bien un acte volontaire qui nous fait passer le bal alimentaire de la partie buccale à la partie pharyngienne, avec cette phase pharyngée qui là va être réflexe. Bien entendu, on n'est pas capable nous-mêmes d'aller fermer notre épiglotte, mais cette phase réflexe va permettre d'entraîner le bol alimentaire vers la bonne partie qui est la partie œsophagienne rétrotrachéale. Et enfin, la phase œsophagienne où le bol alimentaire va tomber. Et vous voyez donc que pendant la phase buccale, on peut être amené à pouvoir respirer la bouche pleine sans difficulté, mais dans la deuxième phase, dans la phase pharyngienne, vous voyez que l'air va être bloqué au niveau nasal et pouvoir reprendre une fois que l'épiglotte s'est relevée. Prendre en charge les troubles de la déglutition, d'abord être vigilant aux premiers symptômes, gêne pour avaler, reflux alimentaire par le nez, blocage alimentaire, fausse route évidente, tout lors du repas, voire tout retardé à distance de la prise alimentaire, et modification de la voix, on parle parfois d'une voix mouillée, comme si on avait quelque chose au niveau des cordes vocales qui, elles, doivent être libres de tout aliment en conditions physiologiques.
Dès que vous avez ça, c'est vraiment important de déclencher le bilan orthophonique qui va vous permettre de savoir quelles sont les difficultés et va vous permettre de pouvoir adapter notamment les textures, on va en reparler. Ensuite, dépister et traiter les facteurs de risque, c'est-à-dire l'édentation, la désadaptation des prothèses, l'hypersialorrhée, les troubles trophiques buccales ou les mycoses, mais aussi, en dehors de tout ce qui est troubles trophiques de la cavité buccale, tout ce qui est troubles cognitifs et attentionnels, c'est-à-dire des difficultés à fixer son attention sur l'alimentation. C'est pour ça que quand on mange, on ne s'en rend pas bien compte, mais si on regarde la télé ou si on parle en même temps, on va être moins concentré sur ce qu'on fait et on risque de faire des fausses routes. Et c'est pareil quand on est atteint de maladie à cœur de Lewy, on va avoir une capacité attentionnelle moins importante, une capacité de focalisation sur quelque chose qui va nous demander plus d'efforts. Donc c'est important qu'il n'y ait pas la télé qui soit à côté ou beaucoup d'activités autour. Quand on mange, on se concentre sur le plaisir gustatif, sur le plaisir d'être en petit groupe et on ne fait pas plusieurs choses à la fois. Et les troubles du comportement, parfois, qui peuvent venir avec ce qu'on parlait, notamment de désinhibition, parfois on peut se jeter un peu sur la nourriture, et là, à ce moment-là, il faut fractionner les repas et faire attention de ne pas tout de suite mettre énormément de plats à disposition. Donc le bilan dentaire, c'est très important, et l'adaptation du repas et de l'environnement. Ensuite, adopter les bonnes pratiques pendant les repas. Et ça, l'orthophoniste vous aidera beaucoup. D'abord, avoir une stature qui est vraiment bien droite. Donc, quand on est dans le lit, c'est bien redresser le dossier aussi. Ça, c'est extrêmement important. De faire baisser la tête plutôt que la lever, parce que si on fait baisser la tête, on va aider l'épiglotte à les fermer au niveau de la trachée, alors que quand on la lève, on va avoir tendance à libérer les voies aériennes. D'ailleurs, si certains d'entre vous sont formés pour les gestes d'urgence, quand il y a une personne qui respire pas et inconsciente, alors en dehors de la position latérale de sécurité, bien entendu, quand la personne est consciente, mais quand on est par exemple, si on va le plus grave sur un arrêt cardio-respiratoire, il faut aller soulever la mâchoire parce que justement, ça va libérer les voies aériennes, ce qu'on ne veut surtout pas pendant l'alimentation. Et enfin, on peut avoir certaines adaptations, comme ce verre à encoche. Alors parfois, on a des erreurs, je rigole parce que moi, même j'aurais fait la même erreur si je n'avais pas compris, c'est que parfois on a tendance à mettre les lèvres justement au niveau de l'encoche, alors que justement cette encoche va nous permettre de libérer de la place pour le nez et d'éviter de boire en se mettant en hyperextension. Donc ça, c'est un des éléments d'adaptation qui peut être intéressant. Et adapter les textures, là je vais rapidement dessus parce qu'on n'a pas trop le temps, mais effectivement je vous laisserai revenir là-dessus, soit sur ce diapositive, soit sur les diapositives de nos collègues orthophonistes. Il y a effectivement des textures qui peuvent être adaptées, soit des textures qui sont dites plutôt tendres ou des textures qui sont dites plutôt moulinées. Le tout est vraiment d'aider le bol alimentaire à avoir le moins d'accro possible au niveau du pharynx et de faire passer le plus facilement possible au niveau de la fosse postérieure. Et enfin, connaître et savoir utiliser les manœuvres dites libératoires. Si fausse route il y a, fausse route grave, il faut savoir réagir. À ce moment-là, vous avez soit une obstruction partielle, c'est-à-dire que votre proche est en train de tousser. À ce moment-là, on va laisser la personne tousser, éviter que justement il continue à prendre des alimentations, euh, euh, ne pas calmer la toux en disant d'essayer de boire un liquide parce que c'est le risque justement de favoriser la fausse route. Essayer d'être rassurant et de calmer, de tousser la bouche ouverte le plus fort possible et d'inspirer doucement par le nez. Donc, si la personne tousse, on ne tape pas dans le dos et on ne fait pas la fameuse manœuvre libératoire qui est celle de la manœuvre Heimlich. Par contre, si la personne ne tousse pas, qu'elle ne respire pas, qu'elle devient rouge, mais qu'elle est consciente, là, c'est une obstruction totale, c'est une urgence. Il faut d'abord réaliser 3 tapes, 3 à 5 tapes d'ailleurs, 5 tapes plutôt vigoureuses dans le dos entre les omoplates pour stimuler le bout qui est coincé et pouvoir le faire ressortir. Et si ça ne fonctionne pas au bout de 5 tapes, vous faites la manœuvre de Heimlich, qui est justement de se positionner à l'arrière avec les poings en bas du sternum au niveau de la partie molle de l'abdomen et faire une pression brusque de bas vers le haut pour aller libérer l'air de la cage thoracique et éjecter le corps étranger. Et ça, vous pouvez le refaire aussi 5 fois et alterner après TAP et Heimlich. Bien entendu, quand vous êtes sur cette situation d'obstruction totale, c'est important d'appeler des secours aussi, d'appeler le 15, d'expliquer ce qui se passe
pour pouvoir être aidé et guidé. Euh, Sans finir sur une mauvaise note ou quoi que ce soit. Ça peut arriver jusqu'à l'arrêt cardio-respiratoire si on n'arrive pas à déloger effectivement cette obstruction totale. Et à ce moment-là, c'est pour ça que je précisais si elle est consciente, parce que si la personne devient inconsciente, on va passer plutôt à une réanimation cardio-respiratoire en faisant des manœuvres de compression thoracique. D'avoir le 15 au bout du fil pour qu'il vous guide. Bon, voilà, c'est important de le savoir, c'est important de voir ces vidéos, de pouvoir en discuter autour de vous, de pouvoir en discuter entre vous, entre malades et aidants, entre porteurs de la maladie et aidants, pour pouvoir accompagner le mieux possible et pouvoir réagir et après mettre en place les choses pour éviter ces fausses routes. Les complications respiratoires, c'est essentiellement des infections respiratoires. Donc, au décours d'une fausse route, prendre votre température, surveiller qu'il n'y ait pas de tout gras qui survienne, parce que parfois on peut être amené à mettre des antibiotiques parce qu'en fait, avec les aliments passent des bactéries et les bactéries vont aller se loger au niveau du poumon et entraîner effectivement une infection qui, la plupart du temps, se traite bien. Donc, importance du dépistage et du bilan orthophonique, importance de la qualité de vie, notamment de favoriser les bons déroulements du repas. Et là, je vous invite vraiment à pouvoir en discuter aussi avec vos dentistes qui vous suivent. On parle de la salivation, on parle des goûts, on parle de l'édentation parfois, des textures. Il faut avant tout que, voilà, j'insiste sur la qualité de vie, mais il faut avant tout que le repas soit un moment de plaisir et pas un moment de stress intense. C'est pour ça que je préfère finir sur autre chose que l'arrêt cardio-respiratoire, mais que vraiment ce soit un temps qui vous soit bénéfique. On est en France ou en Belgique, d'ailleurs, je salue nos amis belges. On a une culture autour de l'alimentation qui est majeure dans toutes nos activités de vie et il faut qu'elle continue, malgré la présence d'une maladie, à être là à être faire partie intégrante de la vie. Et c'est pour ça qu'il faut réfléchir ensemble. Et encore une fois, c'est avec votre expérience de vie et de maladie et nous, nos connaissances scientifiques, qu'on peut faire en sorte que les choses se passent le mieux possible. Importance de la prise en charge des facteurs favorisants et connaître les prises en charge en cas de fausse route plus grave. Et donc, n'hésitez pas à aller effectivement sur le site de l'association. Il y a des orthophonistes aussi qui ont brillamment expliqué tout cela. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je suis désolé, c'est très il y a que moi qui parle, mais moi en tout cas je suis toujours ravi de participer à ces sessions-là. Je suis ravi de pouvoir être présent au prochain colloque. Merci beaucoup à l'association de m'y avoir invité avec mes confrères et consoeurs de Bordeaux. Et merci voilà, à vous, patients, aidants et soignants, d'avoir été là ce soir. Encore une fois, un énorme merci à l'association pour nous permettre d'avoir ces expériences de soins. C'est vraiment de sortir aussi de cette relation qui est une relation importante d'alliance thérapeutique entre des soignants et leurs patients, mais aussi de faire communauté autour de cette maladie pour avancer ensemble. Et ça, je pense qu'on en a grandement besoin dans le monde d'aujourd'hui. Donc, merci une nouvelle fois à la 2MC.